Bonjour à tous, bienvenue à Dax cet après-midi à l'auditorium du village landais Alzheimer où le groupe Sud-Ouest mais également le département des Landes s'associent pour un après-midi dédié au répit des aidants. Un lieu symbolique ici dans les Landes puisqu'aujourd'hui 1,2 million de personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer. À côté de ces malades, des petites mains au quotidien, ce sont des professionnels mais ce sont aussi des familles. Que l'on appelle des aidants. Ils sont entre 8 millions et 11 millions en France. Ce sont pour accompagner un malade ou une personne en perte d'autonomie que cet aidant est là, avec toute la charge mentale, la charge physique que cela implique. C'est pour mieux leur rendre hommage, mais aussi pour mieux les comprendre que l'on va entamer cette table ronde. Répit des aidants, des solutions pour tenir dans la durée. C'est le nouveau rendez-vous des rencontres Sud-Ouest. Alors vous êtes 5 aujourd'hui autour de moi, je vous remercie, représentants élus, associations, aidants. Merci de votre présence. Je me tourne vers vous pour démarrer. Paul Carrère, vous êtes vice-président du département des Landes, délégué à l'autonomie. L'actualité nous rattrape et le timing de cette table ronde autour de l'aidant ne pouvait mieux tomber puisque Aurore Berger, le ministre des Solidarités, a annoncé hier soir dans un entretien à nos confrères de Ouest France que le gouvernement allait créer 6 000 places supplémentaires de répit en accueil de jour pour permettre aux aidants de souffler. Vous allez nous dire ce que vous pensez de cette annonce, mais on va entamer la discussion justement sur les besoins de votre territoire et sur la politique que vous menez dans les Landes sur la question de l'autonomie et des aidants en particulier. Bien, bonjour à tous. Alors effectivement, si on parle... Alors je ne vais pas commencer par parler de ce qu'a annoncé Aurore Berger parce que je ne l'ai pas entendu, puis je ne veux pas commencer en étant de mauvaise humeur ou désagréable, parce que je ne suis pas sûr que les annonces qu'on nous a dites soient à la hauteur des attentes et des aidants et des citoyens tout simplement. Pour dire ce qu'on fait dans les Landes, écoutez, on essaie de faire pas mal de choses, même si on n'en fait jamais assez. Dans le cadre de nos compétences, il y a différentes choses que l'on peut faire, différents axes que l'on porte. Premier axe, c'est d'accompagner les associations, les groupes citoyens qui portent des opérations. Alors ça, c'est des choses que nous faisons assez simplement dans le cadre d'accompagnement, que nous faisons conjointement avec la CNSA, l'ensemble des partenaires avec qui nous travaillons sur la conférence des financeurs, par exemple. C'est des choses assez pratiques. Ça peut être de l'accompagnement en groupe de parole pour une association. Ça peut être des actions de relayage ou de baluchonnage sur d'autres territoires. Bon, une somme de choses qui se font dans un cadre de portage local, de portage ponctuel ou de portage pérenne et que nous essayons d'accompagner. Après, il y a des choses beaucoup plus classiques dans le cadre de nos compétences. C'est effectivement être en capacité de porter des projets structurants, de porter des opérations. Je pense par exemple au plan d'aide APA, où il peut y avoir du maintien en établissement sur de l'hébergement tempo, de l'accueil de jour. Ça permet aux familles de souffler, ça permet à l'aidant de s'occuper de lui sur une période. Ce n'est pas des choses qui répondent nécessairement à la commande complètement, on en parlera peut-être tout à l'heure avec les aidants, mais c'est des choses qui permettent malgré tout de souffler. On le porte depuis des années dans nos EHPAD, dans nos structures handicap. Il faut qu'on soit en capacité de le développer, il faut qu'on soit capable de communiquer sur ces capacités d'accueil périodique parce que c'est pas toujours... Ça ne marche pas parfaitement nécessairement. Et puis, il y a un dernier point, c'est l'innovation qu'on essaie de porter. La chance d'un département, d'une région, c'est de pouvoir encore porter des politiques innovantes. Et dans ce cadre, on est, vous le disiez à l'instant, au village landais Alzheimer. Mais quoi de mieux comme exemple que d'expliquer l'accompagnement des aidants en matière de prise en charge sur le village d'Alzheimer ou par exemple sur le projet autisme qu'on va développer dans quelques mois. Alors justement, ici, le village Alzheimer, c'est un travail des élus landais. Quelle a été sa vocation et quelle est sa vocation aujourd'hui pour les aidants aussi notamment? C'est un travail au départ qui a été effectivement porté historiquement par Henri Emmanuelli et les élus de l'époque en collaboration avec l'ARS. Aussi, je le dis, puisque c'est un coportage sous patronage de l'Élysée, malgré tout. Donc, c'est effectivement une réflexion qui est venue, tout le monde le sait, l'histoire est belle, hein, d'un article du Monde. Et puis, Henri Emmanuelli a vu ses vice-présidents concernés, a dit allez faire un tour en Hollande, voir ce qui se passe. Et à partir de là, est arrivée la déclinaison landaise de ce qui se passait en Hollande. Il faut faire attention aux mots. En Hollande, ça se passait très simplement dans un contexte privé. Et dans les Landes, vous connaissez le modèle, ça se passe plutôt dans un schéma de portage public, avec un accompagnement important de l'État, avec un engagement très fort en matière d'investissement et de fonctionnement du département, avec un accompagnement d'autres partenaires comme la mutualité, qui sont venus vraiment nous accompagner dans ces modalités, avec la région qui a partagé également un financement. Donc c'est vraiment l'union sacrée autour de ce portage territorial que nous avons maintenant l'obligation de pérenniser avant de pouvoir le dupliquer dans d'autres territoires.
Merci pour cette introduction. Donc, nous sommes ici aujourd'hui, je vous l'ai dit, pour parler du répit des aidants. Pour parler de ce répit, bien sûr, nous sommes entourés d'aidants. Je me tourne à présent vers Afida El Hadjbi. Vous êtes auxiliaire de vie au CCAS de Morsinx, mais surtout, vous avez un mari qui est atteint de la maladie de Parkinson depuis 4 ans. Vous avez 2 adolescentes en plus à charge. Et vous bénéficiez, vous m'avez dit, d'une garde de jour 3 fois par semaine. Comment ça se passe, le rôle d'aidant que vous découvrez au quotidien depuis 4 ans? Mais ça devient de plus en plus compliqué par rapport à la maladie de mon mari parce que ça dégénère tous les jours. Après, j'ai beaucoup d'aide. J'ai de la garde de jour, mais pour l'instant, je n'accepte pas encore l'aide à la toilette, l'aide au ménage. Ça, je ne l'accepte pas encore. Et je réfléchis encore pour l'accueil du jour. Je lui parle encore, mais lui, il n'est pas encore d'accord. On apprend au quotidien. Vous m'avez dit que vous n'avez plus de temps pour vous. Est-ce que je m'occupe plus de moi. Ça y est, je suis pour mon mari, pour mes filles. Ça y est, je m'oublie. Le terme de répit pour les aidants, ça vous parle ou aujourd'hui vous n'en avez pas conscience? Si, ça me dit, mais j'arrive toujours pas. Je sais pas comment vous dire. Peut-être que c'est l'éducation, c'est mon éducation, parce que moi je suis marocaine d'origine. Alors moi c'est comme un abandon, je trouve. C'est ça. Mais oui. Merci pour ce premier témoignage. À vos côtés, Éric Jalran, vous êtes directeur de la délégation départementale des Landes pour l'ARS. Justement, que vous inspire ce premier témoignage et de quelle manière on peut être aidant ou le devenir à tout âge? Alors, bonjour à tous. Effectivement, le témoignage et les propos de Paul Carrère rappellent plusieurs points. D'une part, c'est l'information des différents dispositifs qu'on développe. Monsieur le vice-président faisait référence aux différentes et à la CFPPA, donc tout ce qui est les innovations qu'on peut faire porter à la fois par le monde associatif ou des structures qu'on peut cofinancer. Faisait référence à des initiatives portées par tous les acteurs. On parle des acteurs effectivement institutionnels, conseil départemental, conseil régional, mais on a aussi les collectivités territoriales à travers leur centre communal d'action sociale et intercommunal pour les SIAS, qui portent aussi des dispositifs que nous accompagnons sur les baluchonnages. Après, derrière aussi, il y a la phase d'acceptabilité, comme très bien le dit notre témoin. On développe des places et on accélère ce développement des places dans le cadre des différents plans, qui soient 2020-2022 ou le plan annoncé ce matin et hier dans la presse, comme vous se faisiez écho, de développement d'hébergements temporaires. Donc ce sont des hébergements qui sont sur une durée de temps entre 60 et 90 jours ou de l'accueil de jour, où là on est vraiment sur un accueil à la journée. Et c'est tous ces dispositifs-là qu'on peut compléter derrière par d'autres initiatives, parce que derrière il y a l'épuisement de l'aidant, de pouvoir aussi parler de sa situation d'aidant entre aidants, à travers des dispositifs Café des aidants, ou travailler aussi sur des différentes modalités de répit. On voit que selon la position, on est sur différents niveaux d'acceptabilité. Donc c'est de travailler sur ces dispositifs. Dans les Landes, de manière assez partenariale, comme le soulignait Paul Carrère, on travaille ensemble au maillage territorial de l'hébergement temporaire d'urgence. Parce qu'on a aussi 2 phases dans l'accompagnement. On a l'accompagnement aigu, et l'accompagnement du quotidien. Et c'est vrai qu'on a ces 2 phases aussi à prendre en compte. Alors justement, comment peut-on mieux collaborer entre acteurs? Vous avez cité quelques exemples avec le département. Comment peut-on aller plus loin aujourd'hui? Alors, pour aller plus loin, c'est par créer des places. Et ne serait-ce que cette année, on a créé 5 places d'hébergement temporaire, 5 places d'accueil de jour supplémentaires sur le département dans les Landes, dans le cadre de la politique régionale. Mais c'est aussi de travailler avec le département pour identifier les bons lieux, les bonnes zones géographiques, pour qu'on évite aussi une problématique qui est récurrente dans notre département, qui est vaste, c'est le transport. C'est aussi développer des initiatives telles que l'accueil de jour itinérant, qu'on a sur le côté de Saint-Sevé, où là, il faut qu'on travaille entre collectivités, qu'elles soient départementales, régionales ou collectivités territoriales au sens des communes et des Comcom, sur le transport, pour qu'on puisse amener vers.
Et il y a un point que je souhaite évoquer, c'est le fait d'être aidant. On est aidant à tous les âges de la vie. Parce que là, on va parler aujourd'hui d'aidant sur une personne âgée, ne m'en vouillez pas pour votre mari, sur une personne en situation de handicap, mais aussi on a des aidants jeunes qui peuvent être aussi mineurs quand leurs parents... 500 000 en France. Tout à fait. C'était ce qui était pointé effectivement par la ministre, Madame la ministre. Et c'est là aussi où on doit travailler ensemble sur un accompagnement à travers les dispositifs de plateformes de répit, de centres territoriaux de ressources, d'antennes, pour aussi que ces personnes puissent trouver un répit parce qu'elles sont dans un accompagnement au quotidien qui est une charge mentale. Et je voudrais juste souligner le fait que Madame, en fait, elle est aidante à double titre. Parce que Madame est aidante dans le cadre, dans son métier, d'aide à domicile, auxiliaire de vie, au CCAS, et elle est aidante. En fait, sa double journée de travail, elle le fait à la fois dans le travail au quotidien et sur un métier tout à fait saluable, et sur le fait qu'elle accompagne à domicile son mari. Les dispositifs dont vous parliez, Éric Jalleran, Pascal Simon, est-ce que vous les connaissez tous ou en partie? Vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes aidante également. Vous suivez votre fils qui est autiste, qui est aujourd'hui âgé de 28 ans et qui ne bénéficie pas encore de tous les dispositifs dont il pourrait bénéficier. Actuellement, il a un dispositif juste de place temporaire en Gironde, de quelques jours sur l'année, ce qui a débuté, on va dire, il y a moins d'une année. Et après, c'est plus spécifique à son handicap. On attend plus de choses qui seraient peut-être pérennes pour lui. Puisque là, nous, notre inquiétude, c'est que il y a des aidants plus jeunes, mais nous, c'est notre enfant. Comme je dis nous, parce que mon mari et moi, on va dire, on s'occupe de lui. Moi, je suis tout le temps, maintenant officiellement, on va dire, socialement aidante pour lui. Et vous avez arrêté votre travail? Oui, j'ai arrêté de travailler il y a 6 ans, qu'il y a une rupture en structure médico-sociale. Donc il fallait prendre une décision pour maintenir ses acquis, pour qu'il puisse continuer de s'épanouir et l'aider dans son quotidien. Donc il faut une présence quand même quotidienne et souvent les autistes ont besoin d'être incités à faire les choses. Et donc nous, la question c'est aussi, eh bien il est quand même beaucoup plus jeune que nous. Il a un frère, même s'il y a des jeunes aidants. Nous ne souhaitons pas que son frère soit l'aidant de son frère beaucoup plus tard et que nous aussi, nous allons vieillir et qu'il n'ait pas 3 personnes à charge. Donc nous, c'est quand même, on aimerait dans un temps, je dirais, ça fait des années qu'on essaie de préparer l'avenir de notre fils autiste. Mais vu là aussi une rupture de parcours, on reconstruit petit à petit. Il a presque 30 ans, nous on vieillit aussi. Et qui va s'occuper de lui après? Nous, notre angoisse, comme c'est beaucoup d'angoisse pour d'autres familles qui ont des enfants ou malades ou handicapés, c'est qui va s'occuper d'eux après? Pour nous, ce n'est pas forcément à la fratrie de s'en occuper après. Enfin, si, ils seront responsables, ils seront aussi aidants. C'est une forte inquiétude. Je dirais, donc, on avait pu échanger sur ça. Je veux dire, moi, je trouve que c'est une charge mentale importante. C'est beaucoup d'anxiété. Il faut s'occuper du quotidien, du moyen terme. Et le long terme, on ne sait pas la solution. Alors, donc on devient aidant, mais aussi on se forme. Vous m'avez parlé, oui. Vous êtes allé vous former justement sur l'autisme pour essayer de bien comprendre l'accompagnement dont votre fils avait besoin. Par rapport à cet handicap, donc je dirais, quand il était jeune, j'ai pu faire des formations de parents. Comme il était à notre domicile et qu'on n'avait pas de prise en charge spécifique sur l'autisme, et que progressivement, il y a quand même des intervenants dans les départements, mais par rapport au nombre d'autistes, c'est peu. Donc, et je le souhaitais, et finalement, c'est très intéressant aussi. Maintenant, je fais des formations professionnelles pour l'aider lui directement, pour le faire progresser. En attendant aussi qu'il y ait plus de solutions spécifiques à son handicap. Voilà. C'est pour lui, quoi. Enfin, je veux dire, en tant que parent ou conjoint, on veut son bonheur, quoi. C'est qu'il ait une vie épanouie. Et je pense qu'il y a tout à fait. Il y a le droit. bonheur de votre enfant, mais aujourd'hui, voilà. La question aussi, on est là pour ça. Pour le répit des aidants, est-ce que vous, le répit, vous le trouvez, vous prenez le temps de le trouver, ou des personnes viennent à vos côtés pour vous y aider? Alors, je dirais ponctuellement, sur ces présences, on a un éducateur, quand un éducateur sportif vient 3 heures par semaine, donc, à 3 heures, il est absent du domicile. J'ai une auxiliaire de vie qui vient 2 heures par semaine. Mais oui, c'est un moment où on n'est pas avec eux. Mais quelque part, moi, je ne considère pas forcément que c'est du répit. Enfin, si, c'est une aide pour nous. Mais on n'a pas
vous repartez 1 heure après ou 2 heures après dans votre quotidien. Après, je trouve qu'on le ressent plus maintenant, puisqu'il part sur des séjours de 4 jours. Et là, je dirais, nous, on se dit, ou des fois, on se dit, on ne retourne pas au domicile, on ne retourne pas chez nous, on ne parle pas de son handicap, on essaie vraiment de faire autre chose. Je dis, c'est avec mon mari, voilà. On essaie vraiment de faire autre chose, de se libérer l'esprit de ça. Parce que sinon, c'est tout le temps là. Donc, le répit, c'est plus quand on est sur plusieurs jours. Et là, vous parlez de baluchonnage. Nous, on se disait, l'idéal, ça serait du... Alors, je sais qu'il y a eu des essais de baluchonnage. Bon, là, notre enfant part sur une structure à l'extérieur, donc il y a eu toute une préparation quand même. Les solutions de baluchonnage, on trouve quand la personne n'a pas quitté son foyer, et c'est beaucoup plus facile. Donc, si c'est des choses qui peuvent peut-être plus se développer, enfin, nous, on trouve que c'est une solution qui est quand même... Solutions de baluchonnage, qu'est-ce que vous en pensez, Éric Jalleran? Alors, pour effectivement, ça fait partie des solutions, mais comme le dit très justement Madame, c'est pas la seule solution. On est sur des solutions de répit sur du plus long terme. Alors, quand je dis plus long terme, alors sur 2 phases pour répondre. La première phase, c'est des répits plus longs. Le baluchonnage, c'est à la maison. On peut avoir des séjours de rupture, vous y faisiez référence. En lien d'ailleurs avec le projet régional de santé, on a développé une offre de répit de ce type-là avec des associations, l'ADAPI et l'AEHM, qui permet effectivement de proposer aux jeunes et aux moins jeunes des séjours de rupture pour permettre aux parents de souffler, qui fait un peu écho au propos de la ministre de ce matin. Et c'est vrai que là-dessus, c'est là où on doit travailler. D'ailleurs, à ce sens, on avait écrit au Conseil départemental des Landes, comme à tous les conseils départementaux par le directeur général de l'ARS, pour proposer une évolution et de travailler sur la réduction des amendements cretons, qui sont les personnes en handicap de plus de 21 ans, qui sont toujours en structure enfance, et de développer des nouvelles places, soit par transformation, soit par création. Et c'est là où on doit travailler ensemble sur le développement d'hébergements temporaires en foyer d'accueil médicalisé. Jacques Cessillon, on ne vous a pas entendu. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis timide. Ça doit être ça. Vous représentez l'association AFD-PSR, littéralement Association française pour le développement et la promotion des solutions de répit. Je suppose que les témoignages que l'on a eus jusqu'à présent vous parlent, et les solutions que vous avez et que vous mettez sur la table peuvent en partie peut-être répondre à certaines problématiques. Absolument. Bonjour à tous et à toutes d'abord. Les 2 témoignages qu'on vient d'avoir, en fait, résument de manière relativement intéressante la problématique. Madame, je retiens chez vous la logique d'éviter tout ce qui peut tourner autour de l'abandon, autour du sentiment de ne pas s'occuper de manière suffisante et constante de la personne avec laquelle on vit. Et vous, chère madame, je retiens que vous connaissez relativement bien les solutions de répit. Elles sont extrêmement nombreuses. Et vous y avez recours, mais vous y avez recours dans des conditions qui sont des conditions de temps, de durée, qui ne correspondent pas nécessairement à ce que vous attendez. Alors, je pense que les problématiques de répit sont à l'infini. Elles sont à l'infini, et je pense qu'il y a autant de problématiques qu'il y a quasiment des dents. J'exagère un petit peu, mais je pense que c'est une image qui doit rester. Et dans ces conditions-là, il faut arriver à trouver la meilleure manière d'accompagner le plus grand nombre de personnes. Parce que vous avez des problématiques qui sont très différentes les uns des autres, mais il y a quand même, on va dire, des solutions qui sont susceptibles d'intéresser tout le monde dans les mêmes conditions. Moi, j'ai une expression qui est pas du tout cavalière, mais qui consiste à dire, en définitive, il y a 2 logiques de répit. Il y a ce que j'appelle le répit ménager, c'est-à-dire celui qui vous permet d'aller chez le coiffeur, d'aller prendre un pot avec vos copines, etc., etc. Et puis, il y a le répit, c'est-à-dire la logique de poser le fardeau, de s'occuper de soi sans se séparer de l'autre. Alors, la solution de l'hébergement temporaire, on l'a évoqué à plusieurs reprises depuis le début de notre entretien. La solution de l'hébergement temporaire, elle est extrêmement satisfaisante et intéressante. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle va permettre à l'aidant, en cas
d'événements incontournables, hein, une intervention chirurgicale, une obligation professionnelle, puisqu'il y a quand même des aidants comme vous, madame, qui continuent à travailler, eh bien, de pouvoir trouver une solution dite temporaire vis-à-vis de la personne dont elle s'occupe. Hein, ces places, elles se retrouvent aujourd'hui dans les EHPAD, dans les femmes. Elles sont relativement peu nombreuses, elles sont relativement mal connues et globalement, elles ont des taux d'occupation qui sont extrêmement faibles, à telle enseigne d'ailleurs qu'il y avait un décret concernant le monde de handicap et qui permettait on va dire, d'affecter les places d'hébergement, soit temporaires, soit permanentes, à l'un ou à l'autre en fonction des besoins qui étaient Comment peut-on œuvrer justement à la bonne communication de ces places qui existent et de ces dispositifs qui existent? Je vais y venir. Je vais y venir. Excusez-moi, je suis un peu long, mais c'est pour bien comprendre la raison d'être de chacune de ces solutions. L'hébergement temporaire, comme je viens de le dire, ça peut se comprendre dans les cas d'obligations auxquelles on ne peut pas se dérober. Par contre, entre nous, quand il s'agit d'expliquer à celui dont on s'occupe tout au long de l'année qu'il nous épuise, qu'on n'en peut plus, qu'on a besoin de poser les valises, qu'on a besoin de partir, et qu'en définitive, on va l'institutionnaliser pendant 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines pour pouvoir aller prendre du bon temps pour soi, eh bien, c'est quasiment mission impossible parce qu'on va faire naître ce que vous avez évoqué, madame, tout ce qui tourne autour des sentiments de culpabilité et d'abandon. Et ça, c'est des choses avec lesquelles il est difficile à vivre quand on a fait le choix, comme vous l'avez fait, d'accompagner la personne dont on s'occupe. C'est la raison pour laquelle il nous semble que la solution de répit idéale, alors il n'y a pas de solution idéale parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les situations sont très différentes les unes des autres. Mais la solution idéale ne serait-elle pas d'utiliser les places d'hébergement temporaire pour les associer à des places de type tourisme-loisirs qui permettraient d'accueillir les aidants. En d'autres termes, de disposer de structures qui permettraient tout à la fois d'accueillir la personne aidée dans une prise en charge médico-sociale qui sécurise et qui, en définitive, permet d'assurer la double continuité sens, des quelque soins. part, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire de cumuler dans une même structure 2 activités. Une activité médico-sociale pour la personne qui est aidée, en rassurant, bien sûr, son aidant, et puis l'aidant, dans une prestation plus loisir, tourisme. Et ils sont ensemble, ils sont au même endroit. Ils vont pouvoir se voir quand ils le veulent. Ils vont pouvoir partager la même unité d'hébergement s'ils le souhaitent ou pas. Ils vont pouvoir prendre leur repas ensemble. Ils vont pouvoir réaliser certaines activités en commun ou pas. Paul Carrère, je vous vois acquiescer. Ce sont des choses qui sont possibles, que l'on peut expérimenter ici dans les Landes? Bien, écoutez, après le retour de la communication ministérielle, le mot a été employé, donc c'est plutôt intéressant. Répit et vacances partagées par la ministre. Donc effectivement, je ne vous cache pas que ça correspond au projet qu'on essaie de porter sur le département des Landes, qu'on essaie de construire avec Jacques Cessillon, d'autres associations, d'autres personnes, pour essayer effectivement dans un schéma innovant de pouvoir proposer cette double alternative sans les séparer, puisque ça fait partie clairement des difficultés, se séparer de celui qu'on aime, de celui qu'on accompagne, quel que soit son âge, quel que soit le degré de dépendance ou de handicap. Pouvoir profiter, passer un moment de sa journée à penser à soi en laissant l'autre être pris en charge par des professionnels de qualité dans un schéma de rassurance. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Moi j'ai rencontré le ministre Combes il y a quelques mois maintenant avec les services du département pour pouvoir lui présenter notre projet. On l'a clairement évoqué avec l'ARS département. C'est des choses qui ont été abordées avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine et il faut effectivement qu'on puisse, dans le cadre d'un appel à projet national, qui j'espère va arriver puisque ça a été potentiellement abordé dès aujourd'hui, mais porter ce type de projet. Alors il y a 4-5 départements qui, sous des modèles différents, sont en train de coordonner ce type d'action. Ce qu'il faut, c'est être capable d'accompagner les deux sur des séquences de 8 à 15 jours, sur du répit, du fait de pouvoir souffler tout simplement, avoir une organisation territorialisée qui permet aussi, dans le cadre d'un projet de tourisme et de vacances, de pouvoir aller vers d'autres cieux de temps en temps et de faire en sorte que les partenaires, que ce soit les mutuelles, que ce soit les caisses et les autres partenaires avec qui on travaille habituellement, puissent nous accompagner dans cette belle aventure. C'est un projet innovant qu'on aimerait porter et qu'on aimerait territorialement poser, je vais le dire, puisque sur le site d'Arjusan, autour de la réserve nationale d'Arjusan, sur la commune de Morsinx-en-Nouvelle. Cher à Afida. Très bien.
Jacques Cessillon, Oui. vous êtes déjà à l'origine de ce type d'accueil depuis plus de 15 ans. Oui. On aimerait bien entendre un petit peu votre Écoutez, histoire et cet exemple. Écoutez, je vais être très franc et très direct avec vous. C'est une grande déception. C'est une grande déception parce que une idée comme celle-là, enfin, c'est pas parce que c'est celle dont on parle présentement. Elle est portée par le monde associatif que vous représentez aujourd'hui. C'est bien parce qu'elle est portée et c'est bien parce qu'elle correspond aussi à une réalité et à un vrai besoin. En 15 ans, ça fait 15 ans que je travaille sur ce sujet. J'ai été pendant longtemps le patron des activités sociales d'un grand groupe de protection sociale. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai imaginé ce dispositif. En 15 ans, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi, dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement de fin 2015, on a réussi, par l'article 70 de la loi, on a réussi à faire reconnaître dans le Code de l'action sociale et des familles les établissements d'hébergement temporaire qui associent un séjour de tourisme loisir pour les aidants naturels. Donc déjà, c'est une première victoire, entre guillemets, parce que ça permet administrativement d'avoir la petite case qui permet de cocher et d'exister. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est j'ai eu la chance, mais ça a été très compliqué, mais je ne vais pas raconter l'histoire, mais j'ai eu la chance de créer une structure qui fait ce dont on est en train de parler. Elle se trouve à côté de Tours, à Fondette. Hein. C'est ma vie antérieure. Et sa particularité, si vous voulez, c'est que c'est une structure qui n'avait que 26 places. 26 places d'hébergement temporaire, uniquement personnes âgées, et bien sûr 26 aidants. Ce qui fait 52 places. Et une structure de 52 places, entre vous et moi, on sait très bien que sur le plan économique, ça n'a pas la viabilité suffisante et attendue. Par contre, ça permet une chose, c'est de mesurer l'intérêt du dispositif. Et je peux vous assurer que toutes les personnes que nous avons accueillies, parce qu'on les a accueillies à 75% des capacités de l'établissement pendant plusieurs années, eh bien toutes les personnes ont trouvé un grand réconfort à pouvoir bénéficier de ce type de prestations. C'est extrêmement important. Et un des arguments essentiels qu'elles utilisent, ces personnes, et je pense que ça va vous parler, madame, c'est de dire, en fait, quand on se retrouve dans une structure de cette nature, on crée un lien différent de celui dans lequel on s'est enfermé. En d'autres termes, on est dans une logique où on n'a pas de contraintes. On est sans contrainte. On n'a pas la contrainte d'aller faire les courses. On n'a pas la contrainte de faire à manger. On est dans la liberté totale pour l'un et pour l'autre, de pouvoir être ensemble sans cette contrainte qui, entre parenthèses, entre guillemets, gêne et gâche tout au long de l'année la vie des uns et des autres. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé assez extraordinaire, parce que ça veut dire que quand on rentre à la maison, on sait que ça peut se passer autrement que la manière dont ça se passait avant. Et on sait que demain, si on a un besoin, eh bien on pourra à nouveau le satisfaire. Et ce que disait Paul Carrère à l'instant, c'est que l'idée, c'est de porter un réseau d'établissements, et que ce réseau d'établissements puisse mutualiser, parce que les gens ils n'iront pas tous les ans au même endroit, c'est bien normal, mais que ce réseau il puisse mutualiser une plateforme d'écoute, d'accompagnement, d'aide à la constitution du dossier, parce que ça reste quand même une entrée en établissement qu'il faut gérer, et donc mutualiser tout ça, la communication, et faire en sorte qu'en définitive, ça permette, sur le plan économique notamment, eh bien, d'optimiser les chances de ces établissements de pouvoir fonctionner. Le gouvernement nous a opposé pendant des années, le fait que nous avions deux inconvénients. Le premier, c'est celui de ne pas être capable de faire la démonstration économique du fonctionnement de ce type de structure. Et comme je leur dis, messieurs, vous êtes bien sympas, mais vous nous auriez donné le nombre de places suffisant, on aurait peut-être réussi à faire quelque chose et à vous apporter une démonstration. La deuxième chose qu'on nous a reproché, c'est celui de ne pas garantir que l'occupation de cet établissement sera suffisante pour justement réaliser sa viabilité économique. Là encore, la réponse est facile. Donnez-nous la possibilité de gérer des établissements de cette nature et on vous fera la démonstration. Que pensez-vous ? Aujourd'hui, et juste pour terminer, nous avons fait réaliser par la Banque des Territoires 2 études. La première, c'est une étude économique qui a été faite par un cabinet indépendant et qui a validé tout ce que nous avons dit et écrit sur le sujet, sur le plan économique.
Et le deuxième, c'est une étude de marché, également financée par la Banque des Territoires, et qui met en évidence que pour bien faire et pour répondre aux besoins, eh bien, il ne faut pas se préoccuper du taux d'occupation, il faut s'occuper de la disponibilité de places et qu'idéalement, il en faudrait 2 ou 3 par région en fonction de leur importance. Merci beaucoup pour cette intervention. Justement, Afida El Hajbi, ce type de solution, vous imaginez participer, ça vous intéresse? Prenez le micro. Ah oui, c'est bon. Oui, ça m'intéresse bien de rester avec lui tout le temps. S'occuper de soi oui, sans se séparer de l'autre, disait Jacques Cessillon. Ouais. C'est quelque chose qui vous Ouais. parle et ce type de dispositif innovant pourrait répondre en partie Oui. à votre détresse actuelle. Oui, à ma détresse, oui. Oui, car je suis en détresse. Oui. C'est tout le mal que je vous souhaite. Pour compléter ces propos et ces exemples, peut-être, Éric Jalleran, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors effectivement, je laisse le département effectivement présenter leur projet, mais il faut voir 2 axes, parce que là, on vient de traiter le répit et les vacances de répit. On a le quotidien derrière, et c'était aussi une remarque de madame, où on aura les enfants au quotidien. Donc il faut qu'on construise des dispositifs, et notamment du quotidien pour le territoire, avec le territoire, pour répondre aux besoins du territoire. Ça fait partie des éléments indispensables. Et c'est là où il faut qu'on fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, d'une part, fonctionner avec des dispositifs qui sont en capacité d'aider madame sans avoir ce sentiment d'abandon ou de culpabilité au quotidien, parce qu'il y aura aussi l'épuisement mental au-delà de la période de vacances, ou de madame de prévoir aussi les personnes handicapées vieillissantes de demain pour pouvoir travailler à ce maillage. Et un élément de questionnement, c'est aussi il existe autant d'aidants qu'il n'y a d'aidés. On parlait effectivement là-dessus, on peut avoir des croisements, on parlait du handicap, on parlait d'accompagnement des personnes en situation de cancer ou malheureusement de phase terminale, de personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Donc ça fait partie effectivement de cette diversité d'approches qu'il faut qu'on ait et pas avoir un modèle unique. Et c'est là où il faut qu'on travaille sur une richesse de dispositifs, une richesse d'accompagnement. Parce qu'un accompagnement qu'on apportera au quotidien à l'aidant et à l'aider ne sera pas le même à un autre. Et après, on a une structuration entre... Parce que là, on a parlé du quotidien et du quotidien en vacances. On a aussi toutes les prises en charge d'urgence qu'on n'a pas évoquées. On n'a pas abordé encore. On ne l'a pas évoqué. Et c'est vrai que, prenons l'exemple d'une fracture du col de fémur d'un aidant, qu'est-ce qu'on fait l'aider demain? On a effectivement après derrière les maillages d'hébergement temporaire d'urgence. Donc il faut qu'on voit un ensemble de dispositifs pour accompagner nos aidants. Alors j'y faisais référence aux différents outils et au déploiement à travers le projet régional de santé que nous faisions. Mais c'est là où aussi on doit renforcer les différents dispositifs, renforcer aussi le maillage territorial de nos dispositifs. Dans le département, on a 2 plateformes de répit, une à La Benne, une à Biscarrosse. Il est évident, je souris en entendant Morsinx ou le territoire centre, mais c'est évident qu'il ne faut pas qu'on oublie le cœur des Landes avec le poumon des Pins. Et c'est là où on doit effectivement travailler sur ce maillage de dispositifs et d'être vigilant aussi dans le mixage, alors pardon ce terme technique, mais des populations accueillies. Parce qu'on peut très bien avoir des incompatibilités, notamment même en période de répit, et c'est là où il faut qu'on soit très vigilant. Merci. Jacques Cessillon, vous vouliez rajouter oui, par rapport une plus courte intervention. Oui, plus courte intervention, mais j'ai dit l'essentiel là. Non, plus courte intervention. Je rebondis sur ce que dit Éric. Ce qui est gênant, si vous voulez, par rapport à tout ce qu'on peut se raconter, à tout ce qu'on peut se dire par rapport à ce qui est vrai, pas vrai, possible, pas possible aujourd'hui, c'est qu'il existe un certain nombre de choses aujourd'hui. Elles ne demandent qu'à être développées pour pouvoir être élargies à des prises en charge nécessaires d'un certain nombre de personnes. Par contre, sur le répit conjoint des aidants et des aidés, il n'y a que dalle. Il n'y a rien. Donc, c'est peut-être le moment de commencer à mettre quelque chose en place
et de pouvoir faire cohabiter cet ensemble de choses. Je comprends bien avec vous que les situations sont très différentes. Il y a le quotidien, il y a le besoin fondamental de se poser, et celui-là, jusqu'à preuve du contraire, à aujourd'hui, il n'est absolument pas pris en compte. Est-ce que vous voyez une évolution, Pascal Simon, dans la prise en charge de l'aidant, dans la notion de répit? Vous m'avez dit en préambule que vous cherchez toujours une solution pérenne que vous n'avez pas trouvée depuis ces 10 dernières années. C'est pas forcément directement notre répit, c'est une solution pour lui, parce qu'on considère que c'est un jeune adulte, sa vie n'est pas d'être tout le temps avec ses parents. Donc c'est peut-être qu'on pense plus d'abord à lui qu'à nous, peut-être, mais c'est pour ça que c'est une solution, donc beaucoup plus de prise en charge. Donc peut-être est-ce que le temporaire, il faut qu'il soit beaucoup plus long, et après vraiment trouver qu'on ait d'ici quelques années une solution définitive. Je trouve très bien. Enfin, je connais aussi un village comme ça où on peut faire l'accueil. Je dirais, nous, on part en vacances avec notre fils aussi. On n'est pas forcément sur des lieux séparés. Il pourrait avoir d'autres activités extérieures, mais après, nous, ce qui lui manque, c'est qu'il est au quotidien avec nous. Il ne voit quasiment que ses parents. Et c'est pas une vie de jeune adulte. Je dirais, que ce soit handicap ou d'autres choses. Enfin, je pense, chacun doit être parent. Enfin, c'est difficile pour nous de savoir qu'il est tout le temps auprès de nous. Et je pense qu'il ne s'épanouit pas suffisamment parce qu'il est tout le temps avec nous. Voilà. Comment donner autant à l'aidant qu'à l'aider, Paul Carrère, dans l'exemple de Pascal Simon? Dans l'exemple de Pascal, effectivement, il y a des choses qu'on est en train de porter. Alors moi j'entends le discours d'Éric Jalleran, il faut travailler sur le quotidien, mais il faut aussi travailler sur l'expérimentation. Je pense que l'un peut aller avec l'autre sans aucune forme de difficulté. Sur l'exemple de Pascal, on a amorcé depuis quelques années maintenant un travail de proximité avec les associations de parents de jeunes autistes, par exemple, de jeunes adultes. Les premiers travaux qu'on va porter, je vois l'association Colocadi qui est là, il y a d'autres représentants qui sont là, qui vont porter de l'habitat inclusif, que l'on va accompagner avec des bailleurs sociaux publics, que l'on va accompagner avec des collectivités territoriales. L'idée, c'est de faire en sorte, effectivement, parce que la question, elle est récurrente, ce que vous avez très justement dit en parlant avec votre cœur, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir quand on ne sera plus là ou quand on sera trop âgé pour s'en occuper. Mais moi, c'est la première chose que j'ai entendue quand j'ai reçu l'association Colocadi. On a déjà un âge qui avance, et comment on va prendre en charge nos enfants quand on sera moins en capacité d'eux. Eh bien, il faut qu'on arrive à construire des choses de proximité. Il y a des structures importantes, il y a des grosses associations. Il y avait l'exemple de l'ADAPI tout à l'heure qui a été donné, et d'autres associations, l'ALGI qui porte des projets importants, mais il faut qu'on construise, entre guillemets, sur mesure aussi, des projets portés par des associations de parents, plus petits dossiers, 3, 4, 5 places d'habitat inclusif avec des gens insérés dans un quartier. Parce qu'effectivement, s'en occuper, c'est bien, mais faire en sorte qu'ils vivent, voir si, dans le cadre de l'insertion, au-delà de l'accompagnement, il peut y avoir une insertion professionnelle d'1 heure à 5 heures par semaine, s'il peut y avoir une relation à la culture du village, aux associations sportives. On le porte aussi avec le département, avec différentes associations sportives agréées. Et donc, il faut qu'on réponde, mais c'est du sur-mesure, si je puis dire. Et c'est sans fin, parce que c'est effectivement des financements croisés. On en revient toujours aux mêmes choses. C'est comment on fait en sorte que ce soit viable économiquement, comment on fait que ça soit pérenne pour qu'il y ait malgré tout un accompagnement, comment dans le parcours, on arrive à avoir des paliers différents, puisque le jeune qui va vivre en habitat inclusif pendant quelques années, il peut peut-être décompenser dans quelques temps. Il va aller où? Il va aller dans une structure plus qualifiée médicalement, et après il va peut-être revenir dans son habitat ou aller ailleurs. C'est ces parcours de vie qu'il faut qu'on arrive à construire sur des choses pérennes, sur des choses temporaires, et puis sur le volet vacances qu'évoquait Jacques, et qui est malgré tout, je pense, très important aussi. Peut-on faire vraiment ce sur-mesure sans faire du saupoudrage quelque part? Est-ce qu'on est vraiment efficace? Est-ce qu'on a les moyens de l'être avec ce sur-mesure dont parlait Paul Carrère? C'est toute la notion de parcours et d'inclusion. On soulignait effectivement, alors on travaille quand même ensemble sur ces dispositifs, hein, on en sourit, on est quand même régulièrement ensemble. Oh, je t'en prie. Mais c'est vrai que là-dessus, on travaille sur l'inclusion, parce que l'exemple de Madame, c'était avant 2017. On sait pas. Aujourd'hui, on voit la place de l'aidant qui progresse dans tous les plans. On peut avoir un avis sur les plans annoncés, mais c'est vrai qu'ils ont le mérite d'être là, de faire
poser la question, comme aujourd'hui à travers cette rencontre et cette table ronde, de cette notion de parcours. Ça veut dire qu'on doit travailler aussi sur le travailleur des ZAT qui va aller dans de l'habitat inclusif. Comme le disait très justement Paul Carrère, il pourra avoir un moment de moins bien, donc de travailler avec, est-ce que c'est de l'hébergement temporaire en foyer d'accueil médicalisé? Est-ce que c'est un accompagnement, un étayage supplémentaire avec un service d'accompagnement médico-social? Est-ce que, voilà, c'est de trouver ces dispositifs. Et on est de toute manière dans une individualisation de la prise en charge. On parle, et effectivement, je ne cherche pas à opposer, bien au contraire, le quotidien du répit, en vacances. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on travaille sur le quotidien, parce que le quotidien va être la réponse. Et demain, Madame a raison, c'est des questions qu'on ne se posait pas il y a quelques années. La personne âgée, handicapée, vieillissante, c'était des questions qu'on ne se posait pas. Parce que, malheureusement, l'accompagnement faisait qu'il n'y arrivait pas. Et après, c'est la question aussi de l'âge. On a la définition du répit qui est arrivée. On a maintenant aussi la réflexion. Comment, par exemple, on va prendre en charge une personne handicapée vieillissante de manière quotidienne? Est-ce que ça va être dans les structures d'EHPAD aujourd'hui, qu'on cohabilite avec le département, on est les co-tutelles? Est-ce que c'est des structures spécialisées? Est-ce que c'est par rapport à la pathologie, au territoire? Madame faisait référence à la fratrie. Est-ce qu'on doit rester sur cette territorialisation, puisqu'on ne doit pas avoir la désociabilisation? Et derrière, on a aussi des outils qu'on a développés, peut-être pas assez communiqués. Ça, c'est un point que je pense qu'il est important qu'on échange. On a les groupes d'entraide mutuelle, notamment qu'on a développé. On a la paire aidance aujourd'hui, qui est un élément. Les expériences de chacun et de chacune doivent être partagées avec d'autres. Et là-dessus, on y met aussi des moyens. Mais par contre, un point qu'on n'a pas évoqué, c'est véritablement la communication de tous ces dispositifs. Chacun dans son champ de compétences respectifs ou accompagné par des associations, mutualités, les grandes associations, organismes gestionnaires du handicap ou médico-social de la personne âgée, l'aidant se retrouve devant une jungle. Et il doit pouvoir identifier le parcours. Et c'est vrai que l'institution d'un guichet unique pour pouvoir identifier, pour l'aider dans l'accompagnement, pour savoir à ce qu'il peut prétendre et ce qu'il peut avoir droit, est un élément nécessaire dans l'évolution. Merci. Madame El Hadjbi, cette jungle, vous y voyez un peu plus clair cet après-midi, après déjà ces dizaines de minutes d'échange? Oui, ça m'a servi bien, cette table ronde, pour avoir beaucoup d'idées sur que je n'ai pas accepté avant, mais je crois que je vais pas avoir un répit pour moi. Très bien. Une dernière petite remarque avant de clôturer cette table ronde. J'en reviens aux annonces qui ont été faites hier par Aurore Berger, qui a maintenu qu'elle allait tenir la promesse faite aux aidants durant la campagne présidentielle d'avoir un minimum 15 jours de répit par an pour souffler. Est-ce que vous pensez, Jacques Cessillon, que c'est possible d'ici la fin du mandat présidentiel? Écoutez, en toute honnêteté, je ne demande qu'à le croire. Mais 15 jours pour 11 millions d'aidants, ça va être un sacré challenge à relever. Hein. Voilà. Je pense que, par rapport à tout ce que vous venez de dire, que je partage complètement, je crois qu'il y a un point sur lequel vous avez mis en évidence une difficulté, c'est celui de la communication. Parce qu'en définitive, on se rend compte que selon les territoires dans lesquels résident les personnes, eh bien, la proposition d'accompagnement, la proposition d'aide à l'aidant, la proposition de répit, même de répit quotidien ou de répit ménager, elle est très différente. Elle est très différente parce que très souvent, ces actions, elles sont conduites par des associations qui ont répondu à des appels à projets ou qui ont estimé que ça pouvait être un élément complémentaire d'une prestation qu'elles accordent déjà dans le cadre de leur EHPAD ou de leur femme du territoire, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une très grande diversité d'acteurs, une immense diversité de propositions. Il y a beaucoup de psychologues aussi qui sont mis à disposition, qui permettent aussi aux personnes de mieux comprendre quelle est leur difficulté et vers quelles solutions elles doivent aller. Mais je pense qu'il y a un énorme travail à faire. Il a été engagé avec les plateformes de répit. C'est bien dans le cadre de leur mission essentielle. Mais je pense qu'il y a un vrai gros effort
vulgarisation de tout ce qui se fait et qu'on s'entende bien sur ce que signifient les mots. Paul Carrère, vous êtes vice-président des Landes déléguées à l'autonomie, on est d'accord, c'est ce qui vous lie à la fin de cette table ronde, faire des efforts de communication communs pour parler de ces dispositifs, pour avoir le mot de la fin? Oui, pour le mot de la fin, moi je pense qu'il y a la communication, mais il y a l'action aussi. La communication, c'est bien, il faut qu'on soit en capacité, alors je ne sais pas si c'est un guichet unique à venir, puisqu'il est attendu et il est porté là aussi pour des expérimentations territoriales, je ne sais pas si c'est ça qui va régler le problème de communication. Moi, je pense que c'est effectivement, d'une part, la reconnaissance par les aidants de la réalité du besoin de souffler. L'exemple d'Afida qui n'était pas prête, il est clair, c'est on donne tout pour celui de l'être aimé, qu'il soit son fils, son mari, son grand-père. Et surtout, on se met en danger parce qu'on se rend compte que statistiquement, c'est souvent les aidants qui partent avant les aidés. Et donc, c'est quand même un vrai premier challenge d'être en capacité de ne pas laisser déliter la santé de l'aidant parce qu'on n'arrive plus à souffler, on n'arrive plus à briquer. Et donc, à partir de là, il faut, moi, je crois qu'on ait des actions concrètes, des actions de proximité. J'entends, plateforme de répit, c'est des actions de proximité. Des actions de rupture, d'accompagnement sur des séjours de rupture en établissement. On en a, il faut qu'effectivement on communique parce qu'il y a des places vides dans nos structures et il y a même des velléités à demander des modifications pour faire en sorte que des places d'accueil temporaire ou d'hébergement temporaire deviennent des places définitives. Moi, je pense que c'est un contresens dans la période. Il faut vraiment le travailler dans ce schéma-là. Et puis après, il faut se donner des portages ambitieux. Le dossier que l'on porte et qu'on a évoqué en quelques mots, je pense qu'il fait partie, comme le village, comme le projet autisme, de projets d'ambition qui vont après déterminer l'action publique sur nos territoires. Merci beaucoup, merci à tous les 5 d'avoir été présents cet après-midi pour parler du répit des aidants. Merci également aux moyens techniques de TV7 qui ont assuré la captation de cette table ronde. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. Merci, on va continuer. Questions-réponses. Merci de bien vouloir répondre du coup aux premières questions. La plus dure, c'est la première, on le sait. Vous pouvez lever le bras. Oui, allez-y. Waouh. Oui, merci. Vous m'entendez là? Oui. Alors, moi, je suis Philippe Lamarque, président de l'Union départementale des CCAS des Landes. Moi, j'ai entendu cette table ronde de belles choses. Il y a de belles choses qui sont faites par le département, par des structures associatives, par des CCAS, par la MESA que j'ai à côté, de nombreuses choses qui sont faites dans les Landes, et on peut s'en féliciter. Moi, ce qui me met un petit peu en colère, c'est j'ai une question à poser. Moi, que fait l'État? Tout simplement, que fait l'État? On a vécu depuis 2023 là, trois réformes. Une réforme de la retraite. Il y a une réforme sur les bénéficiaires du RSA. Il y a une réforme du bien vieillir qui est toujours repoussée. Et j'espère que ce qu'a dit Mme Roberger hier soir ne fera pas comme le bien vieillir, repousser, repousser, repousser. Sinon, on n'y arrivera pas à la fin du mandat. On n'aura rien de fait. Donc moi, je trouve quand même qu'à un moment donné, depuis quand on entend parler des aidants? C'est tout nouveau. À la réforme des retraites, on ne parle pas des aidants. Pourquoi une femme une maman qui a 3 enfants, elle aurait 10% de majoration à la retraite? Pourquoi une maman qui a un handicapé et qui l'empêche de travailler et de rester chez elle, elle n'aurait pas quelque chose à la retraite? Et une autre chose, je me pose une autre question. On a des problèmes dans les CIS, dans le recrutement, dans l'attractivité du métier. Moi, depuis 3 ans que je suis président, je dis qu'il faut une réforme de ce statut, de ce métier-là. Est-ce qu'il ne faut pas y associer à cette réforme de statut les aidants? Est-ce que les aidants, ce n'est pas un véritable métier aujourd'hui? Parce qu'un aidant sera obligé un jour de travailler en étroite collaboration avec les auxiliaires de vie qui vont à la maison, et on ne pourra pas faire autrement. Alors c'est très bien l'hébergement, mais il y a le quotidien pour ces dames. Moi, quand j'entends les 2 aidantes témoigner, moi, excusez-moi, mais ça me remue les tripes, quoi. C'est pas possible qu'en 2023, on en soit là. C'est pas possible qu'on ait 500 000 jeunes adolescents aidants.
Éric Qu'est-ce Jeannerat, qu'on va faire de vous ces voulez jeunes? apporter une réponse? Alors, sur l'action de l'État, puisque je suis le représentant de l'État, de fait, je crois que ça s'adresse à moi, tu as raison Paul. Pour répondre, l'État et l'Agence régionale de santé, elle a fait des choses. On ne peut pas dire que rien n'est fait, puisqu'on a développé les hébergements temporaires. Pour répondre à la question, quand je suis arrivé sur le département, j'avais 40% de taux d'occupation. À la fin de l'été, j'en avais 80% et elles ont été occupées tout l'été. On a développé 10 places d'accueil de jour, d'hébergement temporaire. On va encore en développer d'autres. On a les plateformes de répit, on y a fait référence. Maintenant, il faut qu'on construise et qu'on construise ensemble. Parce que je ne crois pas à l'opposition des uns et des autres, mais au contraire au collégial et à la collectivité et au travailler ensemble. Parce que c'est par la réponse. Nous, on a une partie de la réponse, mais on n'a pas une partie de l'identification. Vos CCAS et vos CIS savent identifier. Ça, c'est le premier point. Dire qu'on n'a pas fait, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'on n'a pas fait assez ou qu'on a démarré trop tard, mais de dire qu'on n'a pas fait, c'est là-dessus, je ne suis pas convaincu. Ensuite, sur l'attractivité des métiers, on y est ensemble sur le sujet. Ça fait partie des vrais points, puisque quel que soit le métier, vous avez fait référence à l'aide à domicile, on peut parler des aides-soignants, des infirmiers. On a beau avoir les écoles ici, IFAS complètement plein, on en a toujours besoin. Et dans le cadre de ces dispositifs, on en aura des dispositifs qu'on déploie, toujours besoin et encore plus besoin. Et après, ça va sur le maillage territorial. Par contre, là où on doit travailler ensemble, et c'est ce que je disais pendant la table ronde, c'est le bonne adéquation et mettre au bon endroit pour éviter désociabilisation, le bon accompagnement, d'avoir par exemple, on a la CFPPA, donc la Commission des financeurs, et c'est là où on attend, effectivement, on peut financer des projets de collectivité, projets d'association. Et au contraire, sur Haute-Lande, on a accompagné un projet, sur Mont-de-Marsan, on a aussi à côté un projet. Paul, je suppose. Vous voulez compléter, Paul Carrère? Oui, même si la question s'adresse à l'État. Hein, moi, je veux bien compléter 2-3 choses sur la formation et l'attractivité. On travaille ensemble, effectivement, on travaille aussi avec toi, Philippe, et avec ton association, avec l'ensemble des partenaires. Hein. On a un vrai chantier où la région a une partie très importante et où elle est là, Marie-Laure est là. On travaille vraiment main dans la main. Première difficulté, moi, je pense qu'on n'a pas les CFPS pleins. C'est la première chose. On ne les a pas pleins parce qu'il y a d'autres types de problèmes, c'est que les gens, ils n'ont plus envie de faire ce métier. Parce que tant qu'ils seront sous-payés, qui penseront qu'ils sont sous-payés, ce qui est quand même largement le cas, et qu'on n'arrivera pas à faire évoluer la valorisation de ces métiers-là, on aura du mal à les remplir. On a réellement les besoins correspondant aux places ouvertes et au-delà. Et on a un vrai problème de prise en charge d'accompagnement financier pour les structures territoriales, pour les CIS, pour délester certains pans d'équipes qui pourraient se former, passer d'un agent de service simple à un aide-soignant, mais il faut le financer, il faut payer la formation, payer le remplaçant, et c'est des choses qui sont relativement intenables économiquement dans le contexte économique de nos SIAS, de nos EHPAD. Bon, donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et l'État devra, comme les autres collectivités, prendre sa part sur cette option. Après, moi je crois effectivement, Philippe, que ce que tu dis, je le partage. Alors, tu es souvent abrupt, mais tu as bien raison parce que ça marque. Je crois que ce que disent Pascal et ce que dit ma copine de Morsinx, ben, c'est relativement intenable. Moi, quand j'ai reçu pendant 2-3 ans les assos de parents de jeunes autistes, je ne te cache pas que j'étais cabossé quand je rentrais le soir, tu as employé le mot, parce que c'est intenable de se dire... Ben notre enfant, on l'a toute la journée, on en vient à ne plus le supporter, à ne plus supporter, à arrêter de travailler, à faire exploser notre couple. C'est pas possible qu'on ne soit pas aidant. Je veux dire, l'habitat inclusif, ce qu'on essaie de faire avec chacun sa vie, chacun sa réussite, ce qu'on essaie de faire avec la conférence des financeurs sur des accompagnements d'opérations sur des territoires ruraux, c'est une partie du chantier, mais ça ne pourra pas se faire sans l'accompagnement de l'État. Je pense qu'ils l'ont bien compris. Mais effectivement, je pense comme toi qu'on est en attente de grandes lois sur la gestion de la dépendance, sur, on l'appelle le bien vieillir, nous on l'appelle depuis 2019 dans les Landes de bien vieillir, avant le Covid même, on l'avait appelé, on sentait que ça tanguait. Là, ça tangue plus, là on se casse la figure. Moi, je suis très inquiet, on en parlait tout à l'heure avec Xavier Fortinon, on est très inquiet sur le tour que prennent les organisations de nos services domiciliaires. On est en passe de se dire qu'il y a des services publics qui ne vont plus être en capacité de prendre les gens en plan d'aide, qui vont même les refuser parce qu'ils n'ont plus les moyens d'accompagnement. Et on y est déjà depuis longtemps. Ça veut dire qu'on a des services publics qui vont faire de l'antithèse des services publics. Le service au public pour tout le monde, on ne va plus être capable de l'assurer. Et ce n'est pas avec de l'argent
des collectivités locales seules qu'on va pouvoir l'équilibrer. Ce n'est pas avec les efforts seuls de la région en matière de formation qu'on va pouvoir l'équilibrer. Donc je pense que c'est un chantier national. Alors il y a des pays qui s'en sont emparés, et quelle que soit l'obédience politique, on ne l'a pas fait avant, ce n'est pas fait maintenant, je pense qu'il va falloir s'emparer de ce sujet. Moi, je fais partie de ceux qui feront le choix de s'emparer de ce sujet, comme se sont emparés certains pays nordiques, en disant on a à rendre des choses à nos publics handicapés, à nos publics vieillissants, à ceux qui nous ont transmis les choses, on doit les accompagner décemment. Là, on a l'impression d'avoir oublié ce qui s'est passé l'an dernier, l'année d'avant, et je pense qu'on n'est pas dans le juste en ce moment et qu'on va être en difficulté. Ouais, en deux mots, pour qu'on puisse prendre d'autres questions après derrière. Juste par rapport au constat que tu fais, effectivement, avec le conseil régional, nous, on a effectivement développé un nombre de places et on a renforcé. Derrière, il ne faut pas oublier le métier, son attractivité. Au-delà des éléments que tu as évoqués, tu as aussi le fait générationnel. Il ne faut pas oublier que c'est un métier qui, pour le soin qui est souvent H24 et qui est sur une pénibilité liée à ça et qui n'est pas aussi attractif par ces éléments-là. On n'a pas que les éléments que tu as évoqués. On a aussi le fait de se dire qu'on est dans un service de soins. Nous le connaissons tous les deux. Nous travaillons au quotidien sur certaines spécialités. De se dire qu'on n'est pas attractif, non pas par un manque de moyens, mais un manque d'effecteurs et un manque d'attractivité. Alors derrière, c'est aussi développer des filets de sécurité, de l'amélioration de la qualité de vie au travail, un moyen aussi de rattraper les soignants qui quittent ou qui veulent changer de métier. Et c'est ça aussi où on fait le travail. Après, derrière, même si je suis modestement que le délégué et le directeur départemental des Landes, je ne suis pas l'État, je laisse le législateur prendre les décisions qui lui incombent, mais on est quand même au quotidien ensemble pour accompagner ces points-là, même si on peut souligner quelques-uns de nos désaccords, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne le fait pas. On est au service de la population, de nos territoires, dans nos champs de compétences respectifs, et on le fera pour l'attractivité des métiers. On sait qu'on le fait déjà et on le fait collégialement avec la région. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Vous avez eu des réponses fournies. Est-ce que d'autres personnes voudraient prendre la parole? Oui. Oui, bonjour. Soisic Ménagier, je suis directrice sur les services de la DAPI des Landes. C'était juste une précision pour vous dire qu'effectivement, on va ouvrir à partir de janvier le service répit-relayage à destination des enfants des 6-20 ans. Donc, c'est effectivement, encore une fois, pas pour les plus de 20, mais pourquoi pas par la suite. Donc, un espace répit pour les enfants qui seront accueillis sur des week-ends de vacances ou des semaines de vacances pendant l'été. Et un service relayage, baluchonnage, donc qui va être innovant sur le département à partir de janvier. Et donc, des équipes de relayeurs qui viendront à domicile pour relayer les parents quand ceux-ci partiront en formation, en vacances ou peu importe. En tout cas, c'est un service qui va débuter à partir de janvier sur le département des Landes. Et baluchonnage jusqu'à maintenant aussi. C'est ça, baluchonnage, relayage. Voilà, pour l'instant, nous avons, nous, le premier, c'est pour les 6-20 ans. Écoutez, on en fera un bilan dans un an en espérant pouvoir évoluer vers les baluchonnages pour les adultes. Mais pour la première partie, ça va être pour les 6-20 ans sur tout le département des Landes et pour toute situation de handicap. Pascal Simon, ça peut être quelque chose qui puisse vous intéresser. Alors, je reconnais que le département fait beaucoup pour l'autisme et d'autres handicaps. Mais souvent, on se dit, tiens, on tombe à côté de la case. Donc, oui, c'est très bien, mais si ça se développe pour un âge plus avancé d'ici 3-4 ans, ça sera peut-être trop tard pour lui parce qu'on sera sur autre chose, quoi. Si vous me permettez, effectivement, ça montre aussi que l'État est engagé, puisque c'est sur l'appel à projet de l'agence. Mais c'est vous remontrer aussi, madame, et par rapport à votre constat, c'est que il faut qu'on fasse mieux et plus vite pour répondre à tout le monde. Et c'est vrai qu'on est sur un décalage là-dessus où vous en auriez eu besoin et on les fait aujourd'hui et on se retrouve sur un décalage d'âge. Donc il faut qu'on travaille aussi à tout ce parcours parce que derrière, il y a les plus de 20 ans, il y a tout le travail d'inclusion, il y a tout le parcours. Derrière, il y a aussi ces places à travailler avec le conseil départemental sur la médicalisation des foyers de vie, et de trouver la bonne carburation de la réponse aux aidants. Voilà, ça fait partie, effectivement. Et je suis effectivement ravi de la réponse conjointe ADAPI et AEHM sur ce type de dispositif, puisqu'il est quand même riche, parce qu'il permet à la fois du répit en institut, du répit à domicile, et il répond à un certain nombre de besoins, à la fois du quotidien, mais aussi pour les vacances.
Merci. Une autre question là-haut. Oui. C'est bon, on oui. vous entend. Oui, Pascal Lamour, MSA Sud-Aquitaine. Donc effectivement, depuis le mois de juin, ce mois de juin 2023, nous avons déployé à la MSA un label sur le territoire des Landes et des Pyrénées-Atlantiques qui s'appelle Bulle d'air et qui est tout simplement du baluchonnage, du relayage à domicile. Donc pour les personnes là, par contre, ça me fait plaisir de vous le dire, il n'y a pas de limite d'âge, on va dire. Et voilà, donc on essaye, on est dans une phase, d'ailleurs le département nous a suivis, nous a reçus, on est dans une phase de développement, puisque le portefeuille de relayeurs, ça se passe bien. C'est-à-dire c'est un service mandataire avec un portefeuille de relayeurs, et ce portefeuille de relayeurs, par exemple, aujourd'hui, alors c'est pas sur les Landes, mais ça va venir, sur les Pyrénées-Atlantiques, nous avons un job dating avec 21 personnes qui ont été reçues pour rentrer dans ce portefeuille de relayeurs. Et pour ce qui concerne les Landes, on essaye actuellement, comme sur les Pyrénées-Atlantiques, au maximum de développer la solvabilisation de l'heure de relayage, puisque c'est vrai que s'il n'y a pas d'aide, c'est un mandataire au coût horaire, c'est trop cher pour les personnes. Alors ce sont les caisses de retraite, la CARSAT, la MSA, ce sont aussi les CAF qui nous écoutent attentivement en ce moment pour la parentalité, pour le répit des parents, on va dire, la MDPH, la MLPH, pour faire en sorte que la personne ait autour de 6-7 euros le coût de l'heure pour le relayage. Voilà. Donc on est dans cette phase de solvabilisation, on a des devis, on a des devis qui ont été refusés puisqu'on n'a pas fini la solvabilisation. Nous avons la GIR Carco aussi, qui est à nos côtés au même titre que la CARSAT sur cette aventure, on va dire. Ça c'est pour les personnes âgées. Mais pour le handicap, il n'y a pas de problème, madame, je peux même vous donner nos coordonnées en sortant. Voilà. Si je peux me permettre, juste le relayage, la difficulté, vous l'avez dit, c'est la solvabilisation, hein. C'est le prix horaire qui est prohibitif s'il n'y a pas d'accompagnement. C'était le retour d'expérience qu'on avait eu sur les premiers territoires. Je pense à Cœur-Haute-Lande qu'il avait fait dans le cadre des personnes âgées. Alors on l'appelle baluchonnage si on est québécois ou relayage si on est français. Mais effectivement, ça ne change rien, c'est la même chose. Mais la difficulté, c'est comment l'assumer financièrement. Parce que c'est effectivement des prises en charge vraiment sur mesure avec des quotités horaires importantes qui permettent aux gens vraiment de souffler et d'être accompagnés. Donc, c'est des choses intéressantes. Juste une remarque, de la même façon que c'est du 6-20 par rapport au projet ADAPI EHM, chacun sa vie, chacun ses réussites, c'est 15-25. Et on a passé un an avec l'équipe du département et les assos partenaires à se dire jusqu'où on va, où c'est qu'on s'arrête pour faire un choix populationnel, enfin, dans le parcours de vie. Et le 15-25 nous semble être la période cruciale entre l'adolescence et l'âge adulte où on ne sait pas comment accompagner la prise en charge des jeunes autistes ou assimilés. Et donc, on est sur le 15-25. Donc, frustration là aussi, mais vous le saviez. Et donc, ça a été très dur à travailler. Donc, il faut effectivement qu'on construise des parcours séquencés où les gens peuvent, en fonction de leurs contraintes et de leur âge, mais pouvoir évoluer. Merci. On va pouvoir prendre peut-être une dernière question. Oui. Monsieur. Oui, Christophe Merlet, directeur en charge de l'action sociale sur le territoire Chalosse-Tursan. Alors, pour avoir expérimenté dans un autre temps la partie relayage aussi, il y a une problématique quand même à laquelle il faut faire référence, c'est sur le temps de travail. Et cette problématique, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir avoir une personne qui puisse rester relativement longtemps auprès de la personne et pas avoir un festival de personnes qui défilent, justement dans ce cadre de l'expérimentation. Ça, c'est un petit peu un premier point. Le deuxième point, je crois que la plupart des choses qui sont mises en place sont définies finalement à une échelle nationale, puis après déclinées sur les territoires. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse avoir un peu plus d'innovation et d'autorisation d'innovation. Parce que des idées, il y en a plein, et quelquefois, on est un peu bridé par des actions qui sont un petit peu généraliste, alors qu'on a bien compris, au regard des difficultés qui ont été évoquées avec mesdames, les aidantes, qu'il est nécessaire d'avoir des situations qui puissent être personnalisées. On parle de personnalisation dans le champ de l'accompagnement. Je pense qu'il faut qu'on puisse pouvoir avoir beaucoup plus de liberté d'innovation. Voilà. Faire venir peut-être Jacques Cessillon, qui a peut-être éprouvé... Si. Non, quand je dis non, type de difficulté. Je comprends tout ce que vous dites les uns et les autres. Et effectivement, c'est la variété des solutions qui permettra, d'une manière ou d'une autre, de régler le problème et les difficultés. C'est vrai que l'initiative locale
a souvent précédé le fait que la collectivité nationale a repris le flambeau. Et dans un certain nombre de cas, je pense qu'ils auraient mieux fait de laisser le local poursuivre le boulot, de poursuivre l'expérimentation, plutôt que de freiner quand même un certain nombre de choses, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est malheureusement comme ça que les choses se passent. On parle d'une loi grand âge depuis déjà un certain nombre d'années. On l'attend toujours, et il est clair que, notamment sur la problématique des aidants, elle serait en mesure d'apporter un certain nombre de réponses. Éric Jeannerat, complément de réponse peut-être. Juste un complément de réponse, parce que la remarque vaut effectivement l'individualisation au handicap, à l'aidant et à l'aider. On a les plateformes de répit, on a les pôles de proximité. Et c'est là où la richesse associative ou la richesse liée aux partenaires de la commission des financeurs doit être relayée pour qu'on puisse faire porter, en lien avec l'établissement porteur d'un pôle de proximité ou porteur d'un PFR, ce type de dispositif. Et dans ces cas-là, on est dans l'initiative locale, puisque ce sont des associations locales ou des collectivités locales qui portent les dispositifs. Et c'est là aussi où on doit, par exemple, la remarque de mon collègue de la MSA, c'est de montrer aussi cette richesse des dispositifs pour qu'elle soit bien chaînée dans un parcours. La preuve, on ne les connaît pas tous, et ce serait peut-être des moments aussi, la CFPPA, la commission des financeurs, doivent peut-être aussi ce relais informationnel collectif pour qu'on puisse partager, que ce soit conseil départemental, assurance maladie dans son spectre large, MSA, caisse primaire, CAF, CARSAT et agence, pour qu'on puisse travailler à la diffusion et au relayage de ces informations vers les plateformes ou les plateformes de proximité ou les pôles de proximité. Juste un mot. La conférence des financeurs, c'est pour nous un outil très intéressant, même si c'est limité, puisque c'est 1,1 million. C'était 600 000 en 2017, c'est 1,1 million maintenant. C'est consommé à 98% ou presque 100% pour ceux qui travaillent avec moi tous les ans. Et effectivement, c'est un véritable micro-laboratoire où on peut porter des innovations locales très ciblées, très cadrées, très encadrées, très contrôlées. Mais malgré tout, ça nous laisse des libertés d'action sur des politiques qu'on n'aurait pas pu mener nationalement parce qu'elles n'existent pas et qui pourraient être dupliquées. Alors après, la difficulté, c'est de passer de l'expérimentation d'un micro-territoire à quelque chose de plus important. Là, c'est un vrai chantier. Et effectivement, on a cette opportunité depuis 3-4 ans maintenant, puisqu'on s'en est complètement emparé territorialement, qu'on a cadré des appels à projets précis, qu'on laisse la liberté, entre guillemets, aux porteurs de venir nous proposer des choses qu'on retient ou qu'on ne retient pas, dans un vrai travail partenarial. Au-delà de ça, moi je crois effectivement à l'expérimentation territoriale. Ben, ici, c'est un exemple concret d'expérimentation territoriale qui est en train d'aboutir. Il faut la consolider et chaque fois qu'il y a une volonté d'expérimentation, il faut malgré tout que ça soit vraiment travaillé en amont pour être crédible. C'est ce qu'on essaie de faire sur le village de répit et de vacances partagées. C'est ce qu'on va faire sur chacun sa vie, chacun sa réussite. C'est des appels à projets nationaux qui peuvent émerger, qui sont construits un peu sur mesure aussi en fonction de portages territoriaux précis. Et donc, on essaie de le faire. Ce n'est pas toujours facile, mais effectivement, Philippe, je suis d'accord avec la remarque. Il faut vraiment qu'on arrive à le coordonner. Tout ne doit pas venir d'en haut, je le partage. Et il faut qu'on soit en mesure de faire remonter les choses. Mais il faut qu'en haut, quand on les a bien faites, on puisse effectivement nous accompagner pour la pérennisation. Merci. Peut-être, allez, une toute dernière question, peut-être. Monsieur, madame. Oui, excusez-moi. Juste encore une petite chose. On parlait tout à l'heure pour les aidants de dédales dans lesquels voilà, ils étaient obligés d'évoluer chaque jour pour connaître les dispositifs, enfin ce qui peut se faire sur un territoire donné ou sur le département. Effectivement, l'autre soir, il y a quelques jours, j'étais dans un groupe de travail intercommunal au sujet notamment des aidants. Et c'est vrai qu'effectivement, l'idéal serait pour nous, et c'est un peu le vœu de la CNSA en conférence des financeurs, que l'on travaille, on va dire, en complémentarité et qu'on sache bien ce que fait le voisin. Voilà, c'est-à-dire que comment bien répondre à une personne qui cherche à avoir des renseignements, notamment un aidant, c'est en connaissant vraiment ce qui se fait en matière d'aide aux aidants sur le territoire. Et je pense que ça sera le préalable indispensable, qu'on sache ce que fait l'autre et qu'on soit bien coordonné. Voilà. On n'en a pas parlé, mais il y a la Maison hollandaise du handicap, la MLPH, qui vient de refaire son site internet pour essayer d'approfondir la capacité d'information et de la mettre à disposition. Malheureusement, tout le monde ne connaît pas le système des MDPH et on a l'impression, quand on travaille avec eux,
qu'on devrait tous le connaître parce que c'est cadré, c'est organisé, c'est structuré. Donc effectivement, il y a ce souci d'information partagée. Alors moi, j'aime pas du tout le terme guichet unique, mais de connexion entre les différents points d'information pour les aidants. Il faut qu'on y bosse, mais effectivement, ne serait-ce que les MLPLH, les maisons de solidarité dans le département, c'est quand même des endroits où on peut récupérer tout ou partie des informations. Et il y a ces 2 guichets qui sont territorialisés pour pouvoir aller à la recherche d'informations précises, même si on n'a pas toutes celles qu'on attend. Merci beaucoup. On va clore ce moment d'échange. Merci à tous d'être... Ah, pardon, excusez-moi. Je voyais... Si ça marche. Oui, ça marche. Oui. Je pense que, messieurs, vous allez pouvoir appeler définitivement les aidants, les aidantes. Parce que là, aujourd'hui, nous avons les décideurs qui sont des hommes et ces dames qui sont des aidantes. France Alzheimerland. Juste pour une petite anecdote, mon personnel est à 89% féminin. Nous avons 3 hommes à l'ADD. Et ils ne sont pas tous au poste de direction. Et au conseil départemental, c'est 15 à 15. Donc je te mets à l'aise, c'est 15 à 15. Alors, on se rejoint un peu sur le sujet, puisque je fais partie d'une commission sur l'aide à la personne au niveau de la CFDT, puisqu'on a monté cette commission justement pour faire un peu le point sur les établissements territoriaux, je précise bien territoriaux. Déjà, il va falloir, si on veut recruter, de l'équité dans le personnel. Et l'équité dans le personnel, elle n'y est pas actuellement. Suivant les établissements où on travaille, on a des salaires différents, des horaires différents, un droit du travail différent. Donc, nous, les établissements territoriaux, je pense qu'on va avoir du mal à recruter et de plus en plus de mal à recruter vis-à-vis des hospitaliers, surtout au vu des dernières primes. Et la deuxième chose, effectivement, je rejoins madame, je pense que l'égalité homme-femme, c'est un grand sujet du moment et on le voit au niveau des aidants. On le voit au niveau des métiers, c'est beaucoup des métiers féminins, c'est beaucoup des familles monoparentales, que ce soit dans les aidants ou dans le personnel. Et je pense que c'est vraiment un sujet qu'il va falloir aborder parce que c'est très compliqué et de travailler quand on est famille monoparentale dans ces établissements-là. Et Dieu sait que c'est des métiers prenants où il y a beaucoup de séparation, beaucoup plus que dans d'autres métiers. Et y compris dans les aidants, on sait que le handicap ou la maladie, que ce soit chez un enfant, chez un conjoint, amène beaucoup à la séparation. Et c'est souvent les mamans qui se retrouvent à charge et qui, du coup, sont obligées d'abandonner leur métier. Et c'est vrai qu'une retraite, quand on a élevé son enfant seul à la maison sans pouvoir travailler parce qu'on n'a pas de moyens de garde, ça fait partie de l'égalité homme-femme qu'il va falloir qu'on travaille dans les prochaines années, je pense. Donc, notre famille, c'est peut-être un cas à part. Alors, moi, j'ai mon conjoint. Tous les deux, on va dire, à l'âge de 3 ans, on a su le handicap. Tous les deux, on est passé à temps partiel. Donc, je considère qu'on était tous les deux aidants. C'est-à-dire que lui, il avait les temps scolaires, les temps où il n'y a pas de prise en charge en structure pour être auprès de notre fils, et moi, plutôt au quotidien. Et quand il y a eu la rupture de parcours, on s'est posé la question, puisqu'on s'est dit il faut un des deux qui reste au domicile. Enfin, c'était pour nous la meilleure solution. Ce n'était pas forcément la solution, mais pour nous, c'était une des bonnes solutions. Voilà, on en a discuté. Et je dirais, parce que moi, je suis du monde médical, j'étais sage-femme auparavant, et que le soin soit important aussi pour le handicap, et que j'avais peut-être fait plus de formation que lui, je me suis posée comme aidante. Mais ça aurait pu être éventuellement mon conjoint. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de familles solo dans le handicap. On connaît, je veux dire, c'est une réalité aussi. C'est vrai que c'est souvent les mamans, plutôt quand ils sont enfants, qui font du temps partiel ou qui arrêtent de travailler. Moi, je dirais, étant dans le milieu médical, j'ai travaillé de nuit pour ne pas arrêter de travailler un certain temps, pour ne pas être au quotidien auprès de mon fils. Mais bon, ça dépend un peu de chaque situation. Merci. Il y avait une dame. Oui, je vous vois. Moi, je serai assez brève. Utilisez le micro, peut-être. Voilà. Je serai assez brève. Je dirais que pendant des années, j'ai été aidant sans le savoir. J'ignorais tout de ce mot-là. Et pour tout vous dire, j'ai mon mari qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et d'abord, il a fallu des années avant qu'on me le dise, mais moi, il y a longtemps que je le savais. Et le répit à ce moment-là, mais
quel répit j'aurais pu avoir? Ça ne me serait pas venu à l'idée que je puisse prendre des loisirs. Non, ce n'était pas dans la mentalité de notre âge. Donc, je dis aujourd'hui, tous les jours, merci, monsieur Henri Emmanuelli. Merci pour ce mot de fin, madame. Merci pour cette conclusion. Nous n'avons pas tout à fait terminé. La conclusion va être faite, j'appelle à présent, par Éric Chenu, qui est président de la Fédération nationale de la mutualité française, et Xavier Fortinon, président du conseil départemental des Landes. Peut-être leur amener un micro. Oui. Voilà. Monsieur Chenu, peut-être pour commencer. Bonjour à toutes et à tous. On voit bien dans les témoignages qui se sont exprimés au travers des questions dans la salle, mais des différents intervenants sur cette table ronde, toute l'importance finalement que notre société, au plan national, bien évidemment dans les territoires, les collectivités territoriales sont extrêmement impliquées sur ces questions. Collectivement, on s'interroge sur quels moyens, quelles ressources on décide d'allouer aux besoins d'accompagnement, à l'accompagnement social et humain. On est engagé dans notre société dans une transition démographique. 4 générations, bientôt 5 générations vont coexister en même temps. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est une formidable chance, mais ça a des conséquences épidémiologiques, économiques et sociales. Et ça suppose, si on veut le faire bien, qu'on y alloue un niveau de ressources suffisant. Et ça, le problème, c'est que, ça a été dit par plusieurs intervenants, on a du mal à poser cette question-là dans le débat public. Et la difficulté qu'on a sur les aidants, on l'a de manière globale, finalement, sur la structuration de la filière du grand âge, de l'organisation des parcours de vie des personnes en situation de handicap. Et comme il manque notamment les temps de coordination, bien souvent, parce que les dispositifs peuvent exister, mais les familles, les personnes âgées, dépendantes, les personnes en situation de handicap sont livrées à elles-mêmes pour la coordination des aides. En tout cas, elles manquent bien souvent. Et cette logistique de la coordination, ça retombe sur qui ? Ça retombe sur les aidants, ça retombe sur les familles qui ont envie d'être aux côtés de la personne en situation de handicap, de la personne âgée dépendante, mais qui ne peuvent pas tout faire, notamment quand ces personnes sont en plus salariées, parce que le poids de la charge mentale est considérable. On parlait tout à l'heure de l'inégalité femmes-hommes, c'est une réalité. Hein. L'essentiel des aidants sont des aidantes, ça c'est vrai, c'est statistique, ça se voit. Mais chez les salariés, par exemple, la proportion d'aidanteux qui sont contraintes de se mettre à temps partiel, c'est 57%. C'est pas du temps partiel totalement choisi, hein, c'est du temps partiel subi. Donc ça, là aussi, ça a des impacts considérables. Le poids de la charge mentale, il est mis en avant par 80% des aidants salariés. Ça aussi, c'est une dimension. Si on ne le prend pas en compte, on le payera 10 fois, d'un point de vue humain tout d'abord, mais d'un point de vue aussi économique à terme. Et donc, la question de la structuration, du financement des filières d'accompagnement, des filières sociales, et la structuration de l'aide aux aidants, c'est un impératif si on veut préserver la cohésion sociale. Parce qu'autrement, si à un moment donné, les aidants ne sont plus en situation, en capacité d'aider, c'est déjà cette entraide naturelle qui va s'effriter, se déliter, c'est du lien social qui s'abîme, c'est dommage pour nos sociétés. Mais en plus, ça veut dire qu'on devra basculer tout ce que font les aidants et les aidantes sur des professionnels. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a déjà pas assez de bras, on n'a pas assez de femmes et d'hommes sur ces métiers du soin, sur ces métiers du care, sur ces métiers du lien, et donc on ne saura pas faire. Et donc, il y a un vrai enjeu qui est absolument essentiel.
J'entendais tout à l'heure que la ministre avait réaffirmé la promesse de parvenir à 40 000 places de répit d'ici la fin du quinquennat. C'est très bien, ce serait une avancée. Mais là encore, il faut mesurer l'avancée. Quand bien même il y aura 40 000 places de répit d'ici la fin du quinquennat, ça ne couvrira au mieux que 10% des 15 jours promis aux aidants par an. Voilà. Donc il faut dire les choses. Ça sera mieux que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on en est encore beaucoup plus loin, mais on ne sera toujours pas à la maille. Et ce débat, en fait, il renvoie à des débats qui peuvent paraître très techniques. L'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est quelque chose, on a l'impression que ce n'est que budgétaire. Non, ce sont des choix éminemment politiques de comment on renforce le lien social, de comment on finance ce qu'on appelle la 5e branche de la sécurité sociale, c'est-à-dire la branche pour justement les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de dépendance, qui aujourd'hui est sous-financée et ne permet pas de structurer ces accompagnements, ne permet pas de dégager les moyens suffisants pour déployer les dispositifs d'aide aux aidants. Et il est assez rare dans notre pays que le premier président de la Cour des comptes dise qu'on ne dépense pas assez dans le pays. Pourtant, Pierre Moscovici, au congrès de l'UNCAS, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, en avril dernier, a dit qu'on ne dépensait pas assez sur ces enjeux-là. Donc c'est vraiment une question sociale, sociétale, question d'engagement humain qui est essentielle. Au niveau de la mutualité, on est, nous, impliqués, engagés par des dispositifs comme ce village absolument extraordinaire que j'ai eu la joie de visiter ce matin avec le président du conseil départemental, le président Savary de l'Union territoriale de la mutualité. On a des dispositifs expérimentaux de soutien aux aidants dans les territoires, mais on rencontre les mêmes difficultés que celles qui ont été exprimées, c'est-à-dire la question de la pérennisation des dispositifs, de la capacité à les faire rentrer dans les cases des dispositifs tels qu'ils existent. Je pense notamment à un séjour pour permettre aux familles de partir en vacances ensemble, où des familles peuvent venir, 15 jours, 3 semaines, bénéficier d'un terrain de camping, bénéficier de mobil-home, bénéficier de chambres dans une structure de répit en Bretagne, à la limite du Finistère et du Morbihan, où la personne en situation de handicap, de dépendance est prise en charge la journée de 9h à 17h pour permettre à la famille d'avoir aussi ses propres activités. Puis le soir, le dimanche, tout le monde est ensemble, tout le monde a ce plaisir de se retrouver, etc. Ce dispositif, il est porté, il est financé aujourd'hui par un employeur, l'Éducation nationale, pour ses ressortissants, par une mutuelle, la MGEN. Mais aujourd'hui, c'est un dispositif qui ne bénéficie pas de financement public. Et le problème, c'est que la pérennité même de ce dispositif risque d'être mise en cause dans les années qui viennent, faute de rentrer complètement dans les cases. Et donc, des dispositifs de ce type-là, il y en a plein d'autres. Il y a des dispositifs de répit, des dispositifs de baluchonnage, des dispositifs de formation aussi des aidants. C'est aussi quelque chose d'important, d'apprendre à l'aidant à savoir dire non. Ça peut paraître étonnant ce que je dis, mais c'est aussi utile que l'aidant puisse dire non, parce que l'aidant, il n'est pas non plus corvéable tout le temps. Il y a des moments où il faut aussi savoir poser les limites, et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et comme il y a des écoles des parents, bien, il est aussi utile de favoriser et de renforcer l'école des aidants pour trouver le bon positionnement, pour l'aidant comme pour l'aider. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et ce savoir-être dans l'aidance, c'est quelque chose que l'on souhaite accompagner, que l'on veut accompagner, et qui nous semble absolument essentiel d'essaimer les bonnes pratiques, de repérer ce qui marche bien pour pouvoir le porter sur d'autres territoires. Et je pense que par la mutualisation des expériences, des projets, des actions qui sont mises en place à l'échelle des territoires, on pourra progressivement avancer et gagner en humanité.
Merci beaucoup. Tout d'abord, moi, il me revient d'abord de remercier l'ensemble des participants à la table ronde, et particulièrement les aidantes. Tout d'abord, Monsieur Cécillon, qui est venu de loin, qui a traversé quasiment la moitié de la France pour venir à nos côtés, ainsi que remercier Monsieur Jalleran, Paul Carrère et surtout Sud-Ouest d'avoir organisé cette table ronde aujourd'hui. Remercier donc Éric Chenu d'être venu aujourd'hui. Et c'est vrai que le calendrier a fait que sa visite au sein du village a coïncidé avec la journée nationale des aidants. Et cette table ronde, ça vous a permis d'entendre son éclairage sur toute cette problématique d'aidants aidés. Donc moi, je ne vais pas, parce que je trouve que la table ronde et les questions qui s'en sont suivies ont été suffisamment riches. Je ne vais pas redire tout ce qui a déjà été largement évoqué. Aujourd'hui, je vais essayer de me projeter un petit peu dans ce qui nous attend tous collectivement. C'est que si on regarde les problèmes démographiques et les problèmes de fonctionnement du travail dans notre société aujourd'hui et les dernières évolutions législatives avec l'allongement du temps de travail et donc le rétrécissement du temps de retraite potentiellement, on va manquer d'aidants. Et quand on regarde le taux des aidants à l'avenir, compte tenu de la mobilité professionnelle et tout ce qui existe, on voit déjà dans notre territoire départemental que le taux d'aidants diminue d'année en année. Et donc il y a la problématique d'accompagnement des aidants, mais il y a aussi la problématique d'apporter des réponses aux aidés. Et j'entends bien sûr que le pari qui est fait, et là ça fait de nombreuses années, et je sais qu'Henri Emmanuelli s'insurgeait contre ce discours, et je ne suis pas loin de partager son sentiment, c'est de dire, on parle beaucoup de virage domiciliaire, parce que la volonté, c'est bien sûr, on souhaite vivre le plus longtemps possible à son domicile, on souhaite éventuellement passer ses derniers jours, nos derniers jours à notre domicile. Mais tout cela, il ne faut pas que ça masque une réalité. C'est que, à un moment donné, il n'est plus possible de rester à son domicile. Quel que soit l'entourage que nous avons, quel que soit le soutien dont on bénéficie, il y a, à un moment donné, parce qu'autrement ça va relever de la maltraitance, besoin de place dans les établissements. Et il faut aujourd'hui vraiment aussi se poser la question des établissements. Ça concerne, donc M. Jalleran l'a évoqué, parce que c'est vrai que dans notre département, on a un manque de place aujourd'hui, si on regarde statistiquement par rapport au niveau national, sur les enfants en situation de handicap. Et de fait, on a aussi un manque de place, et là c'est de la responsabilité du département, sur les foyers de vie et les foyers d'hébergement pour des personnes handicapées adultes. Donc il y a un effort à faire très important de la part et de l'État d'un côté et du département de l'autre pour améliorer cette situation. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, tout à l'heure, l'évocation que vous avez faite sur l'absence de solution en institution, parce que c'est quand même dramatique pour des personnes qui avancent en âge de se dire mais quelle vie mon enfant aura demain quand nous on ne sera plus là. Et donc c'est aussi de la responsabilité des institutions, qu'elles soient étatiques ou relevant des collectivités, d'apporter des réponses. Et donc déjà ça c'est un véritable sujet. Parce que demain, de toute façon, on aura une diminution de l'accompagnement par les aidants. Donc, il ne faut pas penser que le domicile résoudra tous les problèmes. Après, il y a tout ce qui a été évoqué sur les différents modes d'accompagnement. Et comme vient de le préciser de façon très juste Éric Chenu, c'est que même les objectifs qui sont fixés par la ministre aujourd'hui, qui est quand même, je veux désagréger personne parce qu'elle prend une situation actuelle, mais on est quand même sur un domaine où
où on est très, très, très en retard. On apportera des réponses à une minorité de la population. Donc on voit bien ce qu'il y a devant nous aujourd'hui. Et il faut que collectivement, bien, on prenne à bras le corps tous ces sujets. Alors certes, on a présenté cet après-midi un certain nombre de réponses qu'il va falloir peut-être généraliser et amplifier en nombre. On parlait de l'accueil temporaire. Aujourd'hui, le problème de l'absentéisme dans nos établissements font que les gérants d'établissements, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les places d'accueil temporaire. Donc, aujourd'hui, réellement, on parle de la généralisation de l'accueil temporaire, mais encore faut-il qu'aujourd'hui, il y ait le personnel pour pouvoir accueillir les personnes qui doivent bénéficier de cet accueil temporaire. L'accueil de jour, c'est idem. Donc, vraiment, il va falloir, dans le dialogue que nous devons avoir avec les responsables d'établissement, que l'on puisse montrer toute l'importance pour le répit des aidants qu'ont ces accueils temporaires, que ce soit dans des établissements personnes âgées ou que ce soit aussi dans les établissements pour personnes handicapées. Il y a donc, vous avez évoqué, alors que ça s'appelle soit le relayage, soit le baluchonnage. Ça, c'est aussi des solutions pertinentes, mais il y a le gros sujet qui a été évoqué, et il faut que tout le monde en prenne conscience, c'est la solvabilisation. Aujourd'hui, toutes les initiatives qui sont prises, elles échouent du fait d'un problème de solvabilisation. Et cette solvabilisation, elle est réelle quasiment dans tous les modèles que nous avons aujourd'hui. On parlait des services d'aide à domicile, on peut parler des EHPAD, on peut parler donc de ces solutions-là. On va être tous demain confrontés au problème de la solvabilisation. Vous savez qu'on défend dans ce département un modèle où le prix d'hébergement soit le plus bas possible. Mais aujourd'hui, on voit bien que nos établissements sont structurellement déficitaires. Et donc tous les ans, on est amené, avec l'Agence régionale de santé, à amener des dotations complémentaires, ce qu'on appelle les crédits non reconductibles, pour pouvoir essayer d'équilibrer financièrement ces établissements. Et moi, l'inquiétude que j'ai, et je le disais tout à l'heure à midi à mes collègues, c'est que j'aimerais qu'on ait une véritable réflexion sur les personnes qui sont hébergés dans nos établissements ou qui sont pris en charge à domicile. Et je crains qu'on s'aperçoive d'une chose. C'est que ceux qui bénéficient des places ou qui veulent bien aller dans les établissements ou dont les familles veulent bien qu'ils aillent dans les établissements ou qui acceptent les plans APA les plus importants à domicile, soient les personnes qui ont les revenus les plus importants. Et que beaucoup de personnes les plus modestes, même n'arrivent pas à accéder à tous ces dispositifs. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'ai constaté qu'aujourd'hui, on est amené à augmenter les prix de journée dans les EHPAD, et je vois que l'aide sociale à l'hébergement ne progresse pas. Ça veut donc dire que les personnes, pour l'instant, font encore face financièrement. Et ça veut dire qu'ils ont des retraites, parce que quand on arrive à 2 000 € par mois, ça commence à faire beaucoup, le prix d'hébergement. Donc, où ils ont des réserves, où ils ont des revenus suffisants pour y faire face. Et au domicile, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le vieillissement important de la population, il y a l'accroissement de la dépendance, mais on voit que le niveau d'activité de nos services d'aide à domicile est en train de baisser. Donc, on a ce paradoxe aujourd'hui. Il y a, je pense, de plus en plus de prise en charge qui repose exclusivement sur les aidants, parce qu'ils ne sont plus en capacité même de faire appel à tous ces services qui sont mis à disposition. Donc la solvabilisation de tous nos services et des familles est quand même un véritable enjeu qui est devant nous. Donc moi je suis heureux de l'organisation de cette table ronde, parce que je pense que ça contribue à la prise de conscience de ce qui est devant nous. Et je finirai par l'intervention de la dame qui a dit ces sujets-là, on n'y pensait pas il y a quelques années, et qui se félicitait de la réalisation de ce village, parce que ça lui a permis, je pense, d'avoir une autre perspective et de voir qu'on pouvait accompagner ces aidés sans culpabilité, parce que moi j'étais très frappé, parce que c'est quand même le véritable sujet auquel les aidants sont confrontés, c'est la culpabilité de laisser la personne que l'on aide au quotidien dans une institution ou
pris en charge par une autre personne que soi-même. On a l'impression de l'abandonner. Et là, ici, c'est vrai que la première réussite qu'on voit, c'est la réussite auprès des familles. Parce que les familles, quand elles amènent un bénéficiaire sur le village Alzheimer, elles voient l'accompagnement et elles sont déculpabilisées. C'est tout le résultat des études que nous menons pour voir. Et là où c'est le plus spectaculaire, c'est auprès des familles. Certes, c'est auprès des personnes prises en charge, mais c'est auprès des familles où vraiment on voit que quelque part, quand l'accompagnement est fait comme celui qu'ils faisaient à leur domicile, eh bien, leur culpabilité disparaît et quelque part, ils sont heureux de voir comment sont accompagnés les aidés. Donc je pense que cette expérience qui est menée ici, pour la prise en charge d'une pathologie, et il y en a énormément de différentes, mais est une expérience, je pense, qui doit être dupliquée, mais là aussi qui est confrontée au même problème que j'évoquais précédemment, c'est la solvabilisation. Parce que toutes ces expériences où on met en face un agent pour une personne, pour un bénéficiaire, donc avec des taux d'encadrement de 1 pour 1, là où dans les EHPAD on est encore au niveau national en dessous de 0,7, eh bien on voit que ça va nécessiter des moyens importants, mais je pense que les personnes vulnérables le méritent bien et j'espère que tous collectivement on mettra les moyens pour pouvoir répondre à ces attentes. Merci beaucoup à tous les deux, merci beaucoup à vous 5 d'avoir pris votre temps cet après-midi pour parler répit des aidants. Merci de votre présence. Je vous invite du coup peut-être à quitter la salle ou à continuer les échanges hors caméra avec nos invités aujourd'hui. Merci à tous. Merci.